On peut dire qu'Aphrodite entretient une relation de type amour-haine avec les mortels et les autres Olympiens. Si elle les aide parfois, elle leur cause surtout des tonnes de problèmes. Un jour, Zeus décida qu'il en avait assez de ses ingérences. Avec une mauvaise foi éhontée, il en vint même à la rendre responsable de ses infidélités. Assis sur son trône, il remâchait sa rancœur. À cause de cette idiote, je vais encore avoir des ennuis avec ma femme. C'est sa faute si je tombe tout le temps amoureux. Tiens, j'ai une idée. Je vais m'arranger pour qu'elle s'éprenne d'un misérable mortel. Ça lui fera les pieds. Il mit aussitôt son plan à exécution. J'ignore ce qu'il fit à Aphrodite. Un filtre d'amour dans son nectar, des électrochocs sous forme d'éclairs. Toujours est-il qu'elle devint raide dingue d'un modeste berger, Anchise. Un beau gosse certes, mais en temps normal, jamais elle n'aurait jeté les yeux sur lui. C'est pourtant ce qu'elle fit du sommet de l'Olympe. Et quand elle le vit couché dans l'herbe en train de surveiller son troupeau, elle tomba éperdument amoureuse de lui. « Oh, par moi-même, pensa-t-elle. C'est drôlement canon, un berger. Je m'en étais jamais aperçue jusqu'à aujourd'hui. Mais celui-ci, il me le faut. » Elle songea d'abord à lui faire porter par Eros un message du genre « Est-ce que tu aimes Aphrodite? Oui ou non, barre la mention inutile. » Mais elle se ravisa. Le jeune homme était peut-être trop timide pour déclarer ses sentiments à la déesse de l'amour. Et si elle lui apparaissait sous sa forme véritable, elle risquait de l'effrayer ou de le tuer par accident. Imaginez que son cœur ait lâché ou qu'il ait pris feu, ça aurait gâché leur premier rendez-vous. Elle résolut alors de se déguiser en mortelle. Après un bon bain chaud, elle enfila une robe soyeuse, s'aspergea d'un parfum fleuri et descendit sur terre. Là, elle se dirigea vers Anchise d'un pas nonchalant, en mode « La la la, je me suis pomponnée pour me balader dans la campagne au milieu des moutons. » Quand il la vit, Anchise crut que ses yeux allaient jaillir de leurs orbites. « Ouah! Tu es forcément une déesse, mais laquelle? Artémis? Athéna? Non, tu dois être Aphrodite en personne. » Aphrodite rougit flattée, mais elle n'osa pas se démasquer. « Mais non, idiot, pouffa-t-elle, je suis juste incroyablement belle. Je me promenais dans le coin et... Mais dis-moi, tu ne serais pas Anchise? On m'a tellement parlé de toi. » « Ah bon ?» fit le jeune homme surpris. « Absolument, je suis ta plus grande fan. Tu ne voudrais pas qu'on se marie ?» À la place d'Anchise, j'aurais trouvé ça louche. Dans le monde normal, les top modèles ne se jettent pas sur les bergers en les suppliant de les épouser. Mais la solitude lui pesait, et il était tout le temps en butte aux réflexions de sa famille parce qu'il n'était pas encore marié. Il imagina la tête qu'ils feraient tous s'il ramenait une fille aussi belle à la maison. « Si, bien sûr !» répondit-il. « Viens, je vais te présenter mes parents, ils habitent tout près d'ici. » Les choses suivirent leur cours et Anchise épousa sa mystérieuse beauté. Au début, ils furent parfaitement heureux. Mais les effets du sortilège de Zeus finirent par s'estomper. Un matin, à son réveil, Aphrodite réalisa ce qu'elle avait fait et la honte l'envahit. Se laisser piéger dans un mariage indigne de son rang, c'était bon pour les dieux qu'elle ensorcelait, mais pas pour elle. Elle s'habilla en hâte, mais Anchise se réveilla tandis qu'elle laçait ses sandales. Il remarqua aussitôt que sa femme brillait dans la pénombre. « Chérie, tu es sûre de ne pas être une déesse ?» demanda-t-il. « Oh, Anchise, je suis désolée, on a dû me jeter un sort, sinon je ne serais jamais tombée amoureuse de quelqu'un comme toi. » « Merci. » « Tu n'as rien à te reprocher, seulement je ne peux pas épouser un mortel, mais ne t'inquiète pas, quand notre enfant sera né... »« Notre enfant ?» ?»« Oui, j'ai une fécondité exceptionnelle, je suis certainement enceinte. Je vais donner le jour à un garçon que j'élèverai jusqu'à l'âge de 5 ans. Ensuite, je te le confierai. Il deviendra un grand prince et tu seras fier de lui. Mais promets-moi de ne jamais révéler à personne l'identité de sa mère. » Anchise promit. Malgré sa déception d'avoir été plaqué et d'avoir divorcé d'office, il tint parole. 5 ans plus tard, on lui amena son fils, Énée. Celui-ci est l'un des plus célèbres parmi les princes de Troie. Après la chute de la ville, il s'embarqua pour l'Italie où il fonda une ville et devint l'ancêtre d'un petit peuple qui n'allait pas tarder à faire parler de lui. Les Romains. Mais revenons à Anchise. Sur ses vieux jours, le papa d'Énée perdait un peu la tête. Un jour, il buvait un coup avec des copains et il laissa échapper que la mère de son fils n'était autre qu'Aphrodite. La nouvelle se répandit à la grande fureur de la déesse de l'amour. « Tout ça, c'est ta faute !» se plaignit-elle à Zeus. Pour le punir d'avoir rompu sa promesse, celui-ci balança Anchise un éclair qui le réduisit en cendres. Encore un happy end. Vous croyez que cette histoire avait dégoûté Aphrodite des beaux mortels? Si vous avez répondu non, c'est que vous commencez à la connaître.
Toutefois, l'histoire suivante vous montrera que ces machinations se retournaient parfois contre elle. Un jour, une princesse grecque, Mira, refusa d'adorer Aphrodite. Furieuse, la déesse la punit en... Non, je ne peux pas le dire. Franchement, c'est trop dégoûtant. Sachez juste que Mira tomba enceinte dans des circonstances tellement sordides que son père, quand il l'apprit, se mit à la pourchasser avec une épée en hurlant « Je vais te tuer !» Mira adressa alors une prière aux dieux. « Je vous en supplie, sauvez-moi! Ce n'est pas ma faute! Rendez-moi invisible !» Les dieux préférèrent la transformer en arbre. Je suis sûre qu'elle leur en a été très reconnaissante. 9 mois plus tard, le tronc de l'arbre se fendit et il en tomba un bébé, un petit garçon. En l'entendant pleurer, Aphrodite éprouva des remords. L'enfant était si mignon qu'elle décida de l'élever en secret. Pourquoi en secret? Eh bien, Aphrodite était du genre possessif. Elle ne voulait le partager avec personne. Mais un bébé, ça demande beaucoup de soins, et la déesse avait une vie mondaine bien remplie. Elle comprit rapidement qu'elle ne s'en sortirait pas toute seule. Il y fallait une baby-sitter. Son choix se porta sur Perséphone. Ça peut paraître étrange, mais comme Perséphone vivait sous terre, personne sur l'Olympe ne serait au courant de l'existence du bébé. En plus, la déesse des enfers souffrait de la solitude. La présence du petit être lui serait d'un grand réconfort. Et surtout, Aphrodite ne la considérait pas comme une rivale. Sans rire, vous avez vu ses cheveux, ses vêtements? Il n'y avait aucun risque qu'elle lui vole l'affection de son protégé. Aphrodite appela le bébé Adonis et le coucha dans un coffre qui faisait office de couveuse. Je le répète, n'essayez pas de faire pousser un bébé dans une boîte chez vous. Croyez-moi, ça ne marchera pas. Il passa son enfance entre le repère secret d'Aphrodite sur l'île de Chypre et le palais souterrain de Perséphone. Comme tous les gosses dans sa situation, il lui arrivait d'oublier ses devoirs ou ses chaussures de sport dans l'une de ces deux maisons. En grandissant, Adonis devint un beau jeune homme. En disant ça, je suis loin de la vérité. C'était le type le plus canon qu'on ait jamais vu. Je ne saurais pas vous le décrire, je ne suis pas très sensible à la beauté masculine, mais imaginez le plus stylé, le plus sexy des acteurs de série. Eh bien, Adonis était au moins 10 crans au-dessus. À peu près à la même époque, Aphrodite et Perséphone réalisèrent que leur protégé n'était plus un enfant, mais un petit ami potentiel, et elles se le disputèrent. « Il est à moi !» affirma Perséphone. « Je l'ai élevé plus longtemps que toi. »« Mais c'est moi qui l'ai trouvé, répliqua Aphrodite. « Et il est évident qu'il me préfère. Pas vrai, chaton ?»« C'est-à-dire que... » bredouilla Adonis. « À sa place, qu'auriez-vous répondu ? Bien sûr, Aphrodite était la plus belle des déesses, mais son petit ami n'aurait pas la vie facile. Tous les hommes le détesteraient et la déesse n'était pas réputée pour sa fidélité. Perséphone aussi était belle dans son genre, surtout au printemps quand elle se retrouvait libre de parcourir la surface de la terre. Mais les années qu'elle avait passées aux enfers avaient affecté son caractère et son apparence. Pâle, glaciale, elle faisait un peu peur. Il était rare qu'elle s'éprenne d'un mortel. Si Adonis ne doutait pas de l'amour qu'elle lui portait, il n'était pas certain de vouloir vivre éternellement à ses côtés dans un palais sinistre, entouré de serviteurs fantômes. Sans compter qu'Hadès risquait de ne pas apprécier la situation. Je ne peux pas choisir, finit-il par avouer. Vous êtes magnifiques toutes les deux. Les deux déesses le traînèrent alors sur l'Olympe et demandèrent à Zeus d'arbitrer leur litige. « Petit vénard, va !» dit le roi des dieux en adressant un clin d'œil à Adonis. Le jeune homme ne trouvait pas sa situation particulièrement enviable. Il avait un peu l'impression d'être la dernière part d'un gâteau d'anniversaire convoité par une dizaine de gosses affamés. Toutefois, il acquiesça poliment. « J'ai la solution à votre problème, reprit Zeus. La garde alternée. »« Ça s'applique aussi aux petits amis, s'enquit Aphrodite d'un air soupçonneux. »« Bien sûr que oui. Adonis passera un tiers de l'année avec toi, un autre tiers avec Perséphone, et le reste du temps, il fera ce qu'il voudra. Un homme a besoin de moments de détente, loin des femmes. Pas vrai, mon vieux ?» ajouta Zeus en donnant une tape sur l'épaule d'Adonis. « Oui, mon vieux. » Zeus se rembrunit. « Ne m'appelle plus jamais comme ça, gronda-t-il. Je te rappelle que je suis le roi de l'univers. Bon. Je crois sinon qu'on en a terminé avec cette histoire. » Le plan de Zeus fonctionna, un moment, mais le temps imparti à Perséphone coïncidait avec l'hiver et Adonis détestait les enfers. En plus, il était obligé de se cacher dans un placard ou sous le lit de la déesse chaque fois qu'Hadès, qui ignorait que sa femme avait un amant, frappait à la porte. En usant de ses charmes, Aphrodite finit par le convaincre de passer le dernier tiers de l'année à ses côtés. Cette victoire la renforça dans l'idée qu'elle valait mieux que Perséphone, qu'elle regarda dès lors de haut. Aphrodite et Adonis furent heureux pendant un temps. Ils eurent même une fille, Béroé.
Mais leur histoire se termina mal. Ça vous étonne? Un jour où Adonis chassait dans la forêt, ses chiens flairèrent une piste et partirent en courant. Adonis les suivit, armé d'une lance. Quand il finit par les rattraper, fatigué et essoufflé, les chiens avaient acculé un sanglier, une bête féroce entre toutes. Certains prétendent que l'animal avait été mis là par Arès. C'est possible. Le sanglier est consacré au dieu de la guerre, lequel avait toutes les raisons de détester le jeune homme qui lui avait ravi le titre d'amant officiel d'Aphrodite. D'autres affirment que c'est Artémis, la déesse de la chasse, ou même Perséphone d'Épitée, qui avait placé le sanglier sur le chemin d'Adonis. En fait, on pourrait accuser à peu près n'importe qui. Comme je l'ai dit, le petit ami d'Aphrodite ne pouvait que s'attirer la haine du reste du monde. Le sanglier chargea Adonis et planta ses défenses dans la partie la plus sensible de son anatomie. Ça aurait pu être drôle s'il ne s'était pas vidé de son sang. Un peu plus tard, Aphrodite survola cette portion de la forêt à bord de son char. Quand elle aperçut le corps sans vie de son bien-aimé, elle se posa en catastrophe. « Mon amour, non !» gémit-elle en se précipitant vers lui. « Oh, même mort, tu restes le plus beau !» Elle étendit le corps dans un champ de laitue, ce qui explique que cette plante lui soit consacrée. Les anciens Grecs appelaient celle-ci pied de mort. Si on en mangeait trop, pensait-il, on devenait apathique et incapable d'éprouver de l'amour, comme le défunt Adonis. Aphrodite versa ensuite du nectar sur le corps qui se transforma en un tapis de fleurs rouges sang. Celles-ci prirent le nom d'anémone, du grec anémoi, vent. En effet, sous la caresse de la brise, leurs pétales exhalaient un parfum subtil qui rappelait à la déesse celui de son jeune amant. Aphrodite pleura Adonis toute une journée. Puis elle retomba dans les bras d'Arès. Oui, celui-là même que certains tiennent pour responsable de la mort du jeune homme. Croyez-vous qu'elle lui en voulut? Pas du tout. À sa manière, Arès était irrésistible. Si vous voulez en savoir davantage sur celui-ci, je vous invite à passer au chapitre suivant. Mais d'abord, munissez-vous d'un gilet pare-balles et d'un fusil d'assaut. Autant vous prévenir, Arès ne fait pas de quartier.